Qui est vraiment Joël Le Squarnec? Un homme ayant commis autant d'agressions sexuelles et de viols peut-il changer? Le procès de l'ancien chirurgien se poursuit à Vannes. Ce mardi après-midi, plusieurs experts, psychologues étaient appelés à témoigner pour dresser le portrait de la psyché du pédocriminel. C'est l'information principale de ce mardi 13 mai. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous d'actualité bretonne. Pendant plus de 3 heures, Patrice Lenormand, psychologue clinicien qui a rencontré Joël Le Squarnec à la maison d'arrêt de Saintes en août 2021, a décrit la personnalité de l'ancien chirurgien. France-Marie, tu as suivi les débats. Que peut-on retenir de son intervention ? Patrice Lenormand avait rencontré Joël Le Squarnec à la maison d'arrêt de Saintes le 16 août 2021. Auditionné cet après-midi, le psychologue clinicien a déclaré n'avoir jamais vu autant de déviance, de perversion sexuelle chez un seul individu. Il a également jaugé le risque de récidive de Joël Le Squarnec comme très important, en déclarant, je cite, « Ça va être difficile de rattraper 60 ans de personnalité perverse ». On l'écoute. Alors j'ai évalué le risque de récidive donc sur base d'outils actuels qui m'a semblé assez élevé parce qu'en fait il cumulait alors derrière lui à la fois une carrière entre guillemets de répétition de faits de nature sexuelle, de faits transgressifs. Il a déjà été mis en cause pour cela, il présente de nombreuses caractéristiques de risque de récidive, comme par exemple le fait qu'il ait commis des agressions sexuelles sans contact, le fait qu'il ait commis des agressions sexuelles à la fois sur des garçons mais aussi sur des filles, principalement sur des filles, qu'il s'attaquait parfois à des personnes, si les faits sont avérés, à des personnes prépubères et d'autres fois des personnes pubères, à une autre fois même à un bébé. Merci France-Marie. Dans le reste de l'actualité, le ministre chargé de l'Industrie et de l'Énergie, Marc Ferracci, sera en visite ce mercredi à la Fonderie de Bretagne. Il y rencontrera la direction et des salariés. Sur le site, la production a recommencé depuis ce lundi, une première depuis la reprise de l'entreprise de Codan par Europlasma. En plus des pièces automobiles, l'usine va désormais fabriquer des corps d'obus. Et puis 179 €, c'est ce qu'a dû payer en parking la mère d'un jeune patient du CHU Morvan de Brest. De plus en plus d'hôpitaux rendent le stationnement payant. Une pétition opposée à ce phénomène a d'ailleurs recueilli plus de 25 000 signatures. Ce mardi à Brest, une vingtaine de syndicalistes dénonçaient cette situation. Maëlle Delmure est allée à leur rencontre. Est-ce que vous sortez avant midi? Ouais. Alors vous repassez par ici, Ouais. Et ce sera gratuit, vous ne payez pas. Ah bon? Parce qu'on fait opération parking gratuit. Ce sont ces barrières à l'origine du mal. Seul accès au parking du CHU de Morvan. Celui-ci est dorénavant géré par une entreprise privée et est devenu payant. Une situation qui exaspère les patients. Je pense qu'en effet, l'accès au service public devrait être facilité au maximum. Mon fils a été opéré, on a passé la journée 2 jours. Avec le ticket qu'on nous donne, ça te coûte après moins cher. Mais si tu amènes quelqu'un et que tu dois rester, après repartir sans le ticket, ça coûte très cher. Écoutez, je trouve inadmissible dans la mesure où on est en service public. Les syndicats dénoncent une privatisation globale du service public. On a aussi du bio-nettoyage maintenant qui est fait par des sociétés privées. Demain, ça peut être la restauration. On sent qu'il y a une privatisation rampante des services publics. Brest n'est pas la seule ville à avoir des parkings d'hôpitaux payants. Le modèle se généralise et révolte certains députés. C'est l'importance de défendre le service public de la santé, la gratuité de ce service public, le fait que l'accès aux soins est une question fondamentale pour l'ensemble de nos concitoyens et qu'il est vrai que d'une certaine façon, cette question du parking payant est particulièrement scandaleuse. Pierre-Yves Cadalin espère mettre en place une enquête parlementaire. À Rennes, maintenant, les 2 derniers patients hospitalisés atteints de méningite ont pu regagner leur domicile. Ils étaient atteints d'une souche plus commune de la maladie, contrairement au premier cluster qui avait entraîné le décès d'une jeune fille et précipité le lancement d'une campagne de vaccination. Une bonne nouvelle, puisque les chercheurs pouvaient craindre qu'une nouvelle souche ne s'installe et ne se diffuse, ce qui aurait obligé à revoir le vaccin lui-même. Service public maintenant en Bretagne, 5 bureaux de poste proposent désormais d'accompagner les usagers dans leur réservation de billets de train et de car Breizgo. Une expérimentation qui doit durer 10 mois pour aider à l'inclusion numérique et à la mobilité. Tous les détails avec Philippe Berthoud de TVRN.
Où voulez-vous partir? Saint-Brieuc. Allez, Saint-Brieuc. La scène se déroule au bureau de poste de Plaine Fougère, au nord-est de l'Ille-et-Vilaine. Le président de la région Bretagne joue un client fictif pour inaugurer et éprouver un nouveau service expérimental. C'est la possibilité de venir à la poste pour réserver et acheter un billet de train SNCF ou de car Breisgau. Internet est un outil formidable pour 80% des gens, mais pour 15-20% du reste de notre population, il faut trouver d'autres contacts, d'autres manières de rendre le service public. Pour cet achat de billets, les usagers venant à la poste sont guidés par des chargés de clientèle formés à accompagner des personnes dites éloignées du numérique. Ça évite que les gens se retrouvent bloqués et n'osent pas le dire. Ils peuvent tout oser dire avec les chargés de clientèle de la poste, ils peuvent tout oser. Parce que derrière, ils savent qu'ils vont avoir de l'écoute, de l'empathie, de la compréhension. Et ça, c'est important également avec des personnes qui sont éloignées du numérique. Ce n'est pas juste technique, c'est vraiment de l'humain. Donc il faut venir sans appréhension, il faut venir avec son projet. Voilà, je veux aller à Brest, je veux aller à Lorient, je veux aller à Rennes, je ne sais pas comment m'y prendre. Je vais dans le bureau de poste qui est en partenariat avec la région Bretagne, j'explique mon ambition de mobilité et on me dit quoi prendre, comme car, comme train, pour aller à l'endroit où je veux me trouver. Ce test va durer 10 mois à Plaine Fougère, tout comme dans 4 autres villes en Bretagne, Ploërmel, Châteaulin, Quintin et Vannes, quartier de Ménimur. Et puis 2 affaires de détournement de fonds publics maintenant. À Guéméné-sur-Scorff, d'abord l'association Anticorps 56 a signalé au procureur de la République un possible détournement de fonds publics visant le maire René Lemoulec. L'association pointe un usage excessif de la carte carburant de l'édile, 10 000 € en 5 ans, soit plus de 15 000 km parcourus par an pour l'une des plus petites communes du Morbihan. Anticorps 56 s'interroge aussi sur la carte télépéage du maire alors que la Bretagne ne dispose pas d'autoroute. La seconde affaire, elle concerne une ancienne cadre d'Ifremer qui était jugée ce lundi à Brest. Elle est suspectée d'avoir fait payer des déplacements privés à l'Institut de recherche pour une valeur totale avoisinant les 10 000 €, somme qu'elle a depuis entièrement remboursée. Elle plaide pour une simple confusion. Le tribunal rendra son délibéré le 16 juin prochain. Et puis on voulait maintenant vous parler des meubles bretons et néo-bretons. S'ils sont le témoin historique des intérieurs de la région avec leurs ornements, ils n'ont aujourd'hui plus vraiment la cote. Jugés passés de mode et trop encombrants, il devient difficile de s'en débarrasser. Alors que deviennent-ils? France-Marie Notmas a enquêté sur la nouvelle vie de nos vieilles armoires. Des gravures en bas-relief, des motifs floraux ou géométriques et un bois de qualité supérieure. Pas de doute, ce sont bien des meubles bretons. Cette maison en est entièrement équipée. Des pièces uniques, conçues entre le XVIIe et le milieu du XIXe siècle et achetées entre 1 000 et 5 000 € chacune. Son propriétaire fait toutefois figure d'exception. Les mobiliers bretons et néo-bretons n'intéressent plus le grand public. Aujourd'hui, on a besoin d'étagères, on a besoin généralement d'optimiser sa surface de rangement aussi. Donc évidemment, je ne sais pas, le mobilier moderne, peut-être sans âme, type Ikea qu'on monte, que généralement qu'on n'arrive pas tellement à remonter une fois qu'on a déménagé, eh bien, est peut-être plus abordable, pas forcément financièrement, mais plus abordable constitutivement, c'est-à-dire à monter chez soi avec un petit mode d'emploi. Aujourd'hui, qui sait encore décheviller une armoire ? Les meubles néo-bretons, fabriqués à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, ne valent aujourd'hui plus rien. Même les brocantes et les Emmaüs n'en veulent plus, ils finissent alors à la déchetterie. Dans le Morbihan, une association s'est emparée du problème. Ici, les particuliers viennent donner leurs meubles qui sont ensuite démantelés. On va conserver les portes, on va pouvoir faire de l'agencement intérieur avec, la quincaillerie aussi, des petits ornements. Voilà, ça peut être des moulures, des colonnes comme ça. On a aussi des corniches, voilà, les pieds surtout. Des pièces vendues à prix cassé dont s'emparent les bricoleurs en herbe. On a pu voir des exemples de tables, de buffets qu'on va repeindre, des choses comme ça. Et au moins ça donne des idées à tout le monde pour faire pareil et pour conserver les vieux meubles. Et au moins c'est remployé, c'est ce qui compte. Avec un meuble néo-breton déposé chaque semaine, la recyclerie a de beaux jours devant elle. À partir de septembre, elle proposera des ateliers relooking de meubles ouverts à tous.
Et ce mardi marque le top départ pour le Festival de Cannes. C'est l'actrice Juliette Binoche qui présidera le jury de cette 78e édition. Le festival s'ouvrira, lui, sur la projection du long-métrage Partir un jour de la réalisatrice Amélie Bonin. Mais alors, Charlotte, dis-moi, est-ce qu'il y aura des films bretons à l'affiche de ce festival ? Alors cette année, aucun film sélectionné n'a été tourné sur le territoire breton, mais la Bretagne saura tout de même se distinguer, car plusieurs courts et longs métrages à l'affiche ont été produits ou coproduits en Bretagne ou encore aidés financièrement par des soutiens bretons. Parmi eux figure le film d'animation Amélie et la métaphysique des tubes adapté du roman d'Amélie Nothomb et co-réalisé par la bretonne Maëlys Valade. Une partie du travail sonore, notamment le mixage des sons et des bruitages, a été réalisé dans un studio rennais. Ce film nous plonge dans un univers haut en couleurs où l'on suit le parcours d'Amélie. Le jour de ses 3 ans, la petite fille belge née au Japon va vivre un événement qui changera le cours de sa vie. On retrouve également le court-métrage Loins de Dorian Gesper, produit par les films Grand 8, une société fondée à Saint-Pierre-Quiberon. L'histoire se déroule à Liverpool où se tient le procès d'un cadavre qui n'a ni nom ni passé. Au total, une dizaine de films sélectionnés a un lien, de près ou de loin, avec la région. Et du coup, sur les précédentes éditions, est-ce qu'il y a déjà eu des films bretons qui ont été primés à Cannes ? Oui, alors sans entrer dans une liste exhaustive, il y a eu par exemple le court-métrage L'homme qui ne se taisait pas, coproduit par la société bretonne Les Films de No Folk, basé à Pont-Croix. Ce court-métrage est basé sur un fait réel qui s'est déroulé en 1993 en Bosnie-Herzégovine. Ce film de 14 minutes a reçu la Palme d'Or au Festival de Cannes en 2024 et également le César 2025 du meilleur court-métrage de fiction en février 2025. Merci Charlotte, voilà c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à toutes de l'avoir suivi et moi je vous dis à demain.